Bonjour tout le monde, bienvenue ici dans l'émission From Slave to King. Ici, on a avec nous un monsieur très intéressant, je pense très entrepreneur aussi, très travaillant, Teddy Omer. Alors bonjour Teddy, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de tes débuts, du milieu et puis du roulement que tu as en ce moment. Great. Alors, Teddy Omer, c'est qui? En fait, Teddy Omer, je peux commencer, c'est un jeune homme de la communauté haïtienne qui est né ici au Canada, à l'hôpital Saint-Justine. J'ai grandi ici. Pendant mon enfance, en fait, mon père il venait des États-Unis. Il a marié ma mère, mais lui, tous ses business étaient aux États-Unis. Fait que lui, il venait ici les fins de semaine, où nous, on allait les fins de semaine aux États-Unis. Fait qu'une partie de ma vie, j'ai été à l'école aux États-Unis. Puis par la suite, ça c'était au primaire. En troisième année, je suis revenu ici au Canada. Et puis, j'ai continué au cours de la vie, j'ai été à l'école et ainsi de suite. Alors, tu as fait un peu d'école aux États-Unis et ici. Est-ce que tu as aimé ça ou tu n'aimais pas trop ça, le changement? Écoute, j'étais vraiment jeune. Je peux pas te dire comment je me sentais à ce jeune âge-là, mais qu'est-ce que je peux dire avec qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Honnêtement, je préfère le Canada avec tout ce qui se passe présentement aux États-Unis. Je me sens plus en sécurité ici au Canada. Mais c'était une belle expérience. J'ai toujours des amis là-bas que je connais depuis que j'étais jeune. Mais c'était pas la même chose. Moi, j'étais vraiment à New York. Ça bouge pas mal. C'est pas comme ici, comme à Montréal. C'est plus tranquille. Alors oui, moi, je préfère ici, oui, définitivement. Parfait. Et puis là, tu as été à quel secondaire? Moi, j'ai été à Henri Bourassa. Henri Bourassa? Henri Bourassa. Alors, tu étais là où il y avait du mouvement aussi? Beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements. Écoute, à Henri Bourassa, j'ai vu toutes les couleurs. J'ai vu des gens qui étaient avec moi à Henri Bourassa qui sont dans la politique aujourd'hui. D'autres gens, malheureusement, sont derrière les barreaux. Alors, il y a toutes sortes de couleurs à Henri Bourassa. Alors, il n'y a pas seulement du négatif. Hein, non, il y a du positif. Moi, je pense que je suis du positif dans Henri Bourassa. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'était quoi ton premier travail? Mon premier travail, je n'ai jamais oublié ça. Je travaillais chez Saint-Hubert, Saint-Hubert Express. Express, ok. Ouais, Saint-Hubert Express. J'avais 16 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, je m'en souviens, jusqu'à présent, j'ai toujours une cicatrice, je me suis brûlé. Moi, j'étais rôtisseur. Alors, le poulet, fallait qu'il sorte. Et je m'en souviens, on devait fermer le four et le four pouvait rester fermé pendant, je pense, 1h ou 1h30 maximum. Mais lorsqu'on le ferme, il faut le laver. Mais un four à 600, en 1h30, il n'y a pas le temps de se refroidir. Fait que c'est extrêmement chaud. Puis je m'en souviens, je lavais le four, puis je me suis brûlé ici. Et là, moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je me suis dit, ah bon, là, je m'en vais sur la CSST. et j'ai été voir le superviseur à l'époque et je lui ai dit ça. Et sa réponse était, ah, va voir dans l'armoire, il y a de la crème, passe la crème, puis finis de laver le four. Là, j'étais comme, oh my God. Puis c'est ça c'était ma première job. Saint-Hubert. Tu es resté là pendant combien de temps? Je suis resté là pendant l'été. C'était vraiment une job d'été, ouais. Je suis resté là tout l'été. Puis après ça, dans tes études, tu as étudié dans quoi? Qu'est-ce que tu as moi, j'ai étudié en business. J'ai commencé à étudier à Rosemont. Je vous raconte ma péripétie. J'ai commencé l'école à Rosemont. Puis j'étais dans un cours, je me souviens plus c'était quoi le cours. Puis on parlait de salaire. Ouais. Ça, c'est le cours qui fait mal. Fait que là, on parle de salaire, de combien que un chef d'entreprise pouvait générer ou quoi que ce soit. À l'époque, quand je faisais mon cours, c'était environ 35-40 000. Et dans ce temps-là, je vendais des véhicules également. Et j'ai commencé à faire mes mathématiques. Je me suis dit, waouh, je vais faire toutes ces années d'études-là, mais le salaire qui dit que je vais faire, je le faisais déjà. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a plus découragé. Au niveau scolaire, fait que j'ai plus poussé en business. Fait que moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai vraiment appris sur le terrain, là. Fait que dans le fond, tu n'as pas commencé avec un immobilier tout de suite? Non. C'était quoi ta première business? Ma première business, justement, lorsque j'ai quitté l'école, j'ai ouvert une compagnie d'auto avec un partner. On vendait plus ou moins 200 véhicules à chaque année. J'avais 19-20 ans. C'était gros, là. On avait quand même une grosse opération. On avait un terrain sur Métropolitain, puis on vendait des véhicules. Le seul problème avec ça, encore une fois, ça je le dis tout le temps, et puis je le dis ouvertement, on n'avait pas la connaissance et le bagage pour pouvoir
gérer ce niveau de succès, si je peux dire ça comme ça. Exemple, l'argent qu'on collectait, on ne mettait pas de côté de l'argent pour les impôts et ainsi de suite. Et honnêtement, tout ça, ça nous a rattrapés. Non, c'est sûr. Ça nous a rattrapés. Qu'est-ce que tu as fait? Exactement. Ça nous a rattrapés quand même assez rapidement. Et j'ai appris beaucoup. Et cette compagnie-là, j'ai vendu mes parts. Lui, je pense qu'il fait toujours ça. Moi, j'ai décidé de faire autre chose. OK. Après ça, tu as fait quoi après? Après ça, je suis rentré dans l'immobilier. En fait, pendant que j'avais la compagnie d'auto, j'avais commencé à investir dans l'immobilier. J'avais 19 ans. 19 ans, j'avais acheté mon premier condo. En fait, j'ai lu un livre, le livre Rich Dad, Poor Dad. Je ne sais pas si tu connais. Oui. OK. J'ai lu ce livre-là. Dès que j'ai fermé ce livre-là, je me suis dit, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Je suis monté sur un site immobilier, j'ai cherché une propriété, puis je suis tombé sur une reprise de finances à Longueuil. J'ai été visiter la propriété. Et j'étais jeune, encore là, j'avais 19 ans, je connaissais rien du domaine. Ta famille? Ma mère, oui. Ma mère, elle investit beaucoup dans l'immobilier. Mais tu sais, tu es un petit garçon, tu veux faire ça par toi-même. Tu y vas seul, tu vois. Et je vais là-bas, et je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait un couple asiatique qui visitait la propriété. Puis là, ils parlaient dans leur langue, je comprenais absolument rien, mais je pouvais voir qu'ils étaient intéressés. Fait que là, j'ai été voir le courtier à l'époque et je lui ai dit, je veux faire une offre sur la propriété. Et là, il m'a dit, OK, il y avait un Tim Hortons en face. Il m'a dit, attends-moi au Tim Hortons, dès que je termine, on va se rencontrer. Puis effectivement, on s'est rencontrés, j'ai déposé une offre, j'ai négocié le prix de la propriété et tout a bien été finalement. Ils ont accepté mon offre. Wow. J'ai fait l'inspection, j'ai fait le financement. Alors, le premier client, première vente. Ouais. Là, j'ai acheté. Je suis passé chez le notaire un mercredi. Et dès qu'on m'a donné la clé, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas déménager de chez ma mère. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je l'ai mis sur Kijiji. 2 jours après, ça a été loué. Puis c'est ça c'était ma première histoire de succès. Le locataire qui a loué la propriété est resté là pendant 3 ans. Après 3 ans, je lui ai vendu la propriété. Puis je suis sorti avec un chèque de comme 70 000 $. Pour commencer, tu avais quel âge? J'ai acheté quand j'avais 19 ans. J'ai vendu comme 3 ans après à 21 ans. À 21 ans. Ouais. Fait que ça, c'est ton premier gros chèque. Ouais, ça c'était mon premier gros chèque, one shot de l'immobilier. Qu'est-ce que tu as fait avec, si c'est pas trop indiscret? J'ai continué à investir dans l'immobilier. J'ai continué à investir dans l'immobilier. En fait, moi, je crois vraiment les fruits d'un investissement doivent rester dans l'investissement. Alors, je voulais pas le sortir puis le mettre. Exemple, dans le temps, j'avais toujours la business d'auto. Fait que je l'ai pas pris pour le mettre pour investir dans l'automobile. Je l'ai laissé pour investir dans l'immobilier. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai un parc de 12 logements. 12 logements? Ouais. Wow. Puis c'est comment ça marche l'immobilier exactement pour les gens qui ne savent pas? Ben, il y a 2 facettes. Moi, je suis investisseur immobilier et je suis courtier immobilier. C'est quoi la différence? Courtier immobilier t'aide les gens à acquérir des propriétés. Investisseur, c'est plus j'acquiers des propriétés pour moi, pour laisser à ma famille plus tard. C'est ça, c'est les 12 que tu as en ce moment. Ouais, ça c'est les 12 que j'ai en ce moment. Alright? Fait que du côté, si je peux dire du côté courtier immobilier, qu'est-ce qui m'a donné le goût? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a donné le goût de devenir courtier immobilier? C'est que j'ai aimé la transaction que j'avais faite à 19 ans. Puis là, quand j'ai vendu mes parts de l'automobile, je voulais aller dans l'immobilier, mais dans l'immobilier, il faut quand même, ça dépend, il y a plusieurs façons de le faire, mais moi, je voulais quand même avoir un certain cash flow pour continuer à investir dans l'immobilier. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide des gens à acheter leur propriété et les profits que je fais, je vais l'investir pour acheter des immeubles à revenus. Ah, ok. Exactement. Ok, parfait. Puis, tu as une équipe en ce moment ou tu as commencé déjà avec une équipe? Tu avais commencé tout seul? En fait, j'ai commencé dans l'immobilier tout seul. Vraiment, vraiment tout seul. C'était un domaine que je connaissais pas. J'ai pu rejoindre une équipe extraordinaire dans le temps qui était à Griffintown. J'ai appris énormément de cette équipe-là. Et puis, c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai pu construire ma propre équipe. Là. C'est, dans le fond, tu travailles avec d'autres gens, tu étais avec une autre équipe, et puis tu es juste parti faire ta propre... Exact. En fait, l'équipe où est-ce que j'étais, malheureusement, eux autres, ils ont vendu le bureau. Alors, ils ont fermé l'équipe. C'est comme détruite, dans le fond. Et puis, moi, j'ai décidé de partir à mon compte. Et puis, de créer ma propre équipe, dans le fond. Est-ce que tu avais déjà envie de créer ton équipe quand tu étais là-bas ou c'est à cause de la situation? Honnêtement, j'avais déjà envie. Je veux toujours comme monter les échelons. Puis, je pense, j'étais pas encore rendu là. Par contre, les circonstances ont fait en sorte que j'ai dû opérer plus rapidement pour créer le tout. Là.
OK. Ouais. Est-ce que le monde immobilier, est-ce que c'est un monde facile, c'est un monde compliqué, ou il faut juste comprendre, puis... Parce que la façon que tu parles, pour de vrai, ça a l'air facile. Écoute, je réponds à ta question, c'est un domaine très difficile. C'est pas un domaine facile. OK. Même, on va parler, regarde, je vais décortiquer ça. On va commencer avec le courtage immobilier, courtier immobilier. Moi, il y a un cours à prendre. Oui, définitivement. Il y a un cours, tu peux le faire au public, soit au privé. Okay. Mais oui, il y a un cours à prendre, puis il y a un diplôme à avoir. C'est un AEC, attestation d'études collégiales, pour faire l'examen de l'OASIC. L'OASIC qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage hypothécaire immobilier au Québec. Okay. Alors, il y a un cours et un examen à passer pour avoir son permis de courtage immobilier. Avec ce permis-là, ça te permet d'aider les gens à soit vendre ou acheter une propriété. OK. Fait que, quand je suis devenu courtier immobilier, c'était très difficile. Je pensais que, personnellement, parce que j'avais un permis de courtier immobilier et que je mettais une publicité sur Facebook ou whatever, que tout le monde allait m'appeler. Et c'était le contraire. J'ai mis des annonces sur Facebook. « Hey, je suis courtier immobilier. » Téléphone ne sonne pas. Okay. Zéro. Est-ce que tu travaillais, tu avais un revenu en ce moment? Non, non. T'avais pas? Okay. J'avais pas de revenu. Par contre, j'avais un investissement que j'avais fait avec ma femme. On avait une garderie. Fait que je comptais sur ma femme pendant ce temps-là. Juste pendant le temps que moi, je fasse rouler la machine. Fait que là, ça a été très difficile parce que tu n'as aucun client qui vient. Et moi, la perception que j'avais du courtage immobilier, c'est que tu rentres dans un bureau, comme dans un travail, tu rentres dans un bureau, on te donne des clients et tu travailles. Mais c'est pas ça. C'était pas ça. C'est pas ça. Et moi, lorsque je suis devenu courtier immobilier, j'ai rejoint les rangs d'une grande agence immobilière. Ça me coûtait 1 000 $ chaque mois de frais de bureau que je vends ou je vends pas. Wow. Alors, j'avais 1 000 $ qui passaient dans ma carte à chaque mois. Honnêtement, là, c'est quand je suis devenu courtier immobilier que j'ai réalisé 30 jours, là. C'était très court. Aujourd'hui, c'est le premier et demain, c'est le premier. C'était vraiment, vraiment grave. Et puis, c'est ça. Fait, dans les débuts, c'était très difficile. Tu sais pas où trouver les clients. Tu penses que tes amis vont t'appeler pour acheter une propriété. C'est pas le cas non plus. Tu penses que ta famille va t'appeler pour acheter une propriété. C'est pas le cas non plus. Alors, tu dois vraiment trouver une solution par rapport à tout ça. Et moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est que j'avais vendu mes parts de ma compagnie. Alors, j'avais un peu de sous de côté. J'ai pu payer du coaching des États-Unis, des grands dans l'immobilier qui vendent 300, 400, 500 maisons par année, qu'ils ont pu me coacher pour arriver où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui. Des États-Unis, tu as dit les coachs venaient des États-Unis. Ouais. Est-ce que c'est pareil partout, l'immobilier? Est-ce que c'est parce que les règles sont différentes, c'est sûr, certains. Ouais. Mais comment, je me pose la question, comment les coachs des États-Unis ont pu t'aider ici? Pourquoi tu n'as pas pris quelqu'un qui était ici? Ouais. Très bonne question. En fait, je pense que c'est parce que j'ai fait une partie de ma vie aux États-Unis. Deux, qu'est-ce que je réalise, c'est que si je me cherche un coach, mais je veux aller voir le meilleur, right? Ouais. Ici, je réalisais qu'il n'y avait pas grand personne qui vendait 500, 600, 700 maisons par année. Et aux États-Unis, c'est quelque chose de normal, vendre 500, 600, 700 maisons. Alors, je me suis dit, si c'est avoir un coach, ben, je préfère faire la moitié de ce que ce coach-là fait versus de prendre un coach de Montréal qui vend, je ne sais pas, peut-être à l'époque 100, 200 maisons et faire la moitié de ce qu'il fait. Alors, j'ai vraiment été le plus haut. Mais pour répondre à ta question, faut comprendre la vente, c'est vraiment axé sur l'être humain, right? Que l'être humain soit ici au Canada ou aux États-Unis, ça reste un être humain. Alors, il y a des choses dans la psychologie qui te permettent de vendre, mais là, je ferme la parenthèse, ça c'est autre chose. Yes. Mais la psychologie, en tant que entrepreneur, ça t'en a besoin beaucoup. Yep. En parlant de ça, c'est quoi les livres que tu as lus? Ah, très bonne question. Moi, le livre qui m'a marqué, qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est vraiment Rich Dad Poor Dad. De Robert Kiyosaki. Exactement. Ouais. Ce livre-là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le disent. Et si tu n'as pas encore lu le livre, ça a l'air comme tout le monde dit ça. Mais honnêtement, tu lis ce livre-là, tu fermes ce livre-là, ta vie change. Ta vie change de façon incroyable. Puis c'est vraiment simple, vous pouvez aller voir, les pages sont... Ouais, c'est pas un gros livre. C'est pas un gros livre. Honnêtement, c'est un livre que jusqu'à présent, des fois, je vais l'ouvrir, je le regarde encore une fois pour stay on track. Fait que ça, c'est ton premier livre. Yes. On va dire tes top 3. Fait que c'est un. How to Win Friends and Influence, I guess, that's the name. Influence people. Ouais. Yes, exactly. Et un troisième,
Un autre que j'aime, mais c'est plus par rapport à l'immobilier, c'est How to Become a Millionaire Real Estate Broker, something like that. OK. Ça te montre vraiment comment avoir des systèmes, comment amener ta business d'immobilier, de courtage immobilier à un autre niveau. Ça, c'est qui? C'est quoi ça, c'est le propriétaire de Keller Williams. Il s'appelle Gary Keller. OK. Gary Keller, yeah. OK. Yeah. Fait que, en 2008, Ouais. moi, je vais commencer avec 2008. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Teddy Omer s'est dit, bon? En 2009, je travaillais à l'aéroport. OK. J'étais agent de contrôle. Ça, c'était même avant la vente d'automobile et tout. OK. J'étais agent de contrôle pour... tu sais, quand tu passes l'aéroport puis tu te fais fouiller. J'étais agent de contrôle et puis, c'est ça, c'était ma première... Après le Saint-Hilaire, c'était ma première vraie job, si je peux dire. Je suis resté là quelques années. Là. OK. Ouais. OK. Parce que je pensais que tu avais ça. Je pensais que tu vendais les voitures déjà. Non. Pas encore. Ben, en fait, oui et non, parce que j'avais quand même le permis de l'Ancam pour acheter des véhicules, OK. mais j'avais pas un concessionnaire. En fait, je faisais ça comme on the side, si je peux dire ça. OK. Ouais. Fait que j'allais parler de ça de 2008 à cause de la récession. Puis j'allais parler de maintenant. Ouais. J'allais venir à maintenant. Ouais. Fait que qu'est-ce que le COVID a fait? Est-ce que ça a fait quelque chose de positif? Est-ce que ça a fait quelque chose de négatif? Est-ce que tu as eu peur quand tu as entendu? Où est-ce que tu étais quand tu as entendu cette nouvelle-là? Nouvelle de COVID? Ouais, la nouvelle. Great. Fait que quand j'ai entendu parler du COVID, je pense que c'est un peu comme un peu tout le monde. Je regardais à la télévision, puis ça se passait en Chine. Puis en Chine, si je me trompe pas, ils avaient construit un hôpital comme en 5 à 10 jours. Là. C'était comme... Fait que là, je regardais les nouvelles, je me disais, is that possible? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? C'est comme... Ça avait de l'air louche, tout ça. Et petit à petit, on a entendu que le COVID se rapprochait de nous. Encore là, c'est pas quelque chose que... c'est quelque chose que tu vois aux nouvelles, mais tu prends pas au sérieux. C'était comme un film pour moi. Et puis, quand le gouvernement a dit « This is it pour nous, on va être confinés », là j'ai... T'as eu chaud. J'ai eu chaud. Parce que, honnêtement, comme tout le monde, t'es comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, même nous, en tant que courtier immobilier, le marché a été shut down. Moi, qu'est-ce que j'ai eu peur? C'était par rapport à mes propriétés à revenus. Je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à payer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Fait que oui, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur par rapport à tout ça, là, le COVID. Là. Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est quoi la motivation que tu as eue? Moi, honnêtement, personnellement, je crois en Dieu. OK. Et honnêtement, j'ai mis tout mon espoir sur Dieu parce que j'étais comme, I can't control this. Tu comprends? C'est les gouvernements, il y a des multimilliardaires sur la planète, puis eux autres n'ont pas la solution, puis des ministres, des présidents, eux autres n'ont pas la solution. Who am I to find the solution, right? Fait que t'es comme, qu'est-ce que je peux faire dans une situation comme ça? Fait que c'était vraiment d'attendre. Et j'ai eu la mauvaise habitude de regarder les nouvelles à chaque jour pendant le confinement. Et je pense que ça n'a pas eu un impact positif sur mon cerveau. Honnêtement, même à un moment donné, je pense 1 ou 2 semaines après, j'étais en train de manger avec ma femme, puis on a dit, tu sais quoi, on n'écoute plus les nouvelles. Whatever happens, happens. Yeah. Puis est-ce que tu avais déjà ce bureau-là? Oui, en fait, ce bureau-là... C'est quoi l'adresse? C'est juste comme ça? C'est le 4981 Boulevard Lévesque Est à Laval. Et voilà. C'est ça. Fait que ce bureau-là, la journée que Justin Trudeau a dit qu'on va être confiné, on doit rester à la maison, ben, c'était la journée même que je passais chez le notaire. Et lorsque je passais chez le notaire, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais? Tu sais, il y avait l'incertitude parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer demain. Puis là, j'étais comme, is this the right move? Mais j'étais déjà engagé, j'avais déjà des promesses d'achat, et ainsi de suite. Fait que j'ai juste continué, right? Puis là, justement, l'histoire drôle avec ce bureau-là, c'est que l'entrepreneur général qui travaillait ici, il m'a dit, il n'y a pas de problème, il va continuer les rénovations parce qu'il travaille seul. Puis là, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, fais tes affaires. Puis un beau jour, il m'a appelé, puis il y avait la police ici. Je suis comme, oh boy, OK, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je pense que c'est un voisin qui avait appelé la police pour qu'on puisse arrêter les chantiers pendant le COVID. Wow. Fait que quelqu'un a essayé d'arrêter ton grind. Exactement. Fait que, on a obéi à tout ça. On a arrêté. Et puis, on devait attendre ça. Je pense qu'on a arrêté ce chantier-là pendant, 1 mois et demi, 2 mois facilement. Puis là, pendant ce 1 mois, 2 mois-là, moi, j'étais à la maison, je capote. Mais honnêtement, je venais ici à chaque jour juste regarder. Quand même. Ouais, je venais regarder. Quand tu as des projets comme ça, tu viens et puis je m'en souviens, j'étais ici, il y avait de la poussière, je suis juste assis puis je regarde,
tu visualises qu'est-ce qui va arriver. Okay. Fait que tu as vu ça du côté positif quand même. Oui, honnêtement, je pense que c'était la solution pour sortir de chez moi, venir ici, respirer d'autres airs. Je savais pas où aller, fait que je venais ici, c'était comme c'était un autre refuge pour moi. Et puis ça me permettait de penser et de visualiser. Ouais. OK. Yeah. Puis après ça, est-ce que tu travailles de la maison ou ton équipe, comment ça marche? Oui, je travaillais de la maison. C'était pas facile. Moi, j'ai un enfant il va avoir 2 ans dans quelques semaines. OK. Fait qu'imagine, j'étais à la maison, il est là, c'est le bruit total. Fait que je m'arrangeais avec ma femme de travailler le matin, exemple 8 h jusqu'à midi. C'était vraiment comme autre chose là. On faisait des visites de maison virtuellement. Fait que le client, le vendeur prenait son téléphone cellulaire à lui. Lui, il faisait le tour de la maison et moi, je suis sur Zoom avec mon client puis on regarde la propriété. Fait que c'était vraiment différent. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on a été, en tant que courtier immobilier, on a été très ingénieur par rapport à comment qu'on fait pour que le marché puisse continuer à rouler et continuer à aider le plus de personnes possible. Fait que de ce côté-là, j'ai vraiment aimé. Puis on a utilisé des outils. Exemple, Zoom, c'était là, ça fait super longtemps. Mais c'est pas un outil qu'on utilisait réellement. Mais maintenant, on fait énormément de réunions sur Zoom. Est-ce qu'avant, tu faisais ça aussi ou c'est à cause du COVID que tu as À cause du COVID, je me suis ajusté. Ouais, je me suis ajusté. On n'avait pas le choix. Et même la clientèle, on ne pouvait pas recevoir personne, right? So, on n'avait pas vraiment le choix de se tourner vers cette option-là. Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de clients ou... Définitivement, parce que là, le COVID a frappé. Je t'explique un peu le cycle de l'immobilier. Les gens vont acheter une propriété entre janvier et juin. Okay. C'est là que ça bouge en janvier et juin, c'est ça que tu dis? Entre janvier et juin, c'est là que ça roule le plus, right? Fait que c'est toutes des gens ils doivent absolument se loger parce que peut-être ils ont annulé leur bail avec leur propriétaire. Il y a des gens que c'est des familles, ils doivent absolument déménager leurs enfants d'école. Alors, c'est toutes des gens que dans cette période-là sont réellement stressés. Okay. Fait que c'est des gens que tu peux t'imaginer, le pays est en lockdown, si je peux dire ça comme ça. Eux autres, ils sont déjà engagés auprès de leurs propriétaires qui doivent déménager. Fait que eux autres sont stressés comme 300%. Là. Fait que oui, il y avait beaucoup de transactions, beaucoup de clients dans cette période-là. Quand même. Ouais, ça s'est fait quand même. Ouais. J'aurais 2 dernières questions pour toi. Oui. Où est-ce que Teddy Omer se voit d'ici 10 ans? Wow, très bonne question. Honnêtement, du côté immobilier, du côté courtage immobilier, moi, qu'est-ce que je vois dans 10 ans, c'est que on devient notre propre brand. Là, présentement, je suis sur une bannière, mais qu'on devienne la bannière, qu'on ouvre des bureaux un peu partout, puis que moi, je sois en mesure de me multiplier. Fait que tout le knowledge et toute l'expérience que j'ai eue par rapport à l'immobilier, que je puisse le transmettre à plusieurs personnes qui opèrent des bureaux un peu partout dans la ville de Montréal. OK. Fait que ça serait dans Montréal. Est-ce que tu irais à Toronto, Vancouver? Tu resterais Je pense que je vais rester à Montréal. Okay. Probablement. Écoute, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je pense que je veux me concentrer ici à Montréal et les environs pour faire un impact. Et qui sait, peut-être que quelqu'un va me faire une offre et on va aller à Toronto et à d'autres places. Yes. C'est bon. La dernière question, c'est si aujourd'hui, il te resterait 24 heures à vivre, ce serait quoi le message que tu passerais? 24 heures à vivre, wow! Wow, tu sais quoi? Ce serait de passer du temps avec toutes les gens qui sont chers à nos yeux. Vraiment impacter le plus de personnes possible et juste de partager l'amour. Parce qu'à the end of the day, qu'est-ce que tu fais? En fait, at the end of the day, qu'est-ce que tu auras accompli n'est pas important. Les gens risquent de l'oublier. Mais l'impact que tu vas avoir dans la vie de quelqu'un, la personne va s'en souvenir. Fait que si tu as 24 heures à vivre, moi, je vais te dire d'impacter le plus de gens possible pour qu'ils puissent se rappeler de toi en bien. Wow. Yeah. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon succès. Merci à toi. Bon succès à toi également. Et puis, je t'aurais donné la même, mais bon. Mais on est rendu là. Merci. Merci beaucoup.